mesdames et messieurs, et bienvenue sur votre magazine féminin Zoom sur les femmes. On va aborder un sujet plutôt particulier. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que nous observons très souvent dans nos rues. Bon, peut-être on passe inaperçu, ce problème passe inaperçu, mais il est pourtant bien réel. Il s'agit du phénomène d'enfants de la rue, qui est un phénomène, comme je vous le disais, bien réel et qui se manifeste avec acuité dans différentes rues de notre triangle national, les différentes rues de nos villes, de notre triangle national. Et ces enfants sont généralement connus sous le nom de Nangaboko, nom que leur donne la population, bien évidemment. Cette population-là qui les met très rapidement au banc des accusés. Ils sont accusés de voyoutisme, de délinquance, de banditisme, de vol et autres. Mais ces enfants sont très souvent exposés à de nombreux dangers dans la société. Lorsqu'ils ne sont pas exploités par des personnes par des personnes pas du tout scrupuleuses, ces enfants sont des cibles très faciles pour ces personnes-là et la rue pour eux est un tourment. C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le phénomène des enfants de la rue. Zoom dans cet univers d'enfants complètement délaissés à leur propre sort. Pour aborder le sujet aujourd'hui, j'invite autour de la causerie Monsieur Noah, qui est assistant principal des affaires sociales. Bonsoir. Bonjour, madame. Et également, à côté, je reçois Madame Kwekem. Oh là là. Un personnage emblématique de cette émission. Bonjour, Madame Kwekem. Bonjour, Willy. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois sur ce plateau aujourd'hui, vu que vous êtes deux experts. Vous travaillez dans le milieu parce que vous encadrez les filles, les jeunes filles de la rue, les jeunes filles déshéritées aussi. Et Monsieur Noah, vous également, vous êtes un expert du domaine puisque vous avez encadré les enfants de la rue pendant près de 20 ans. Pas près de 20 ans, je dirais. Déjà, ma carrière n'est pas encore arrivée là. Mais les enfants de la rue, le phénomène, il est recrudescent. Et depuis au moins une dizaine d'années, il est réel. Et nous trouvons ce phénomène qui, de temps en temps, prend de l'ampleur, malgré les efforts des partis. Mais ce phénomène, il faut qu'on le reconnaisse, tel que vous l'avez bien dit, est recrudescent. Exactement. Alors, en termes de statistiques, Monsieur Noah, s'il fallait faire une estimation, à combien estime-t-on le nombre d'enfants de la rue dans notre pays et pourquoi même pas particulièrement dans la région de l'Ouest? À proprement parler, les statistiques des enfants de la rue sont très très difficiles à maîtriser. Avec la simple raison que les enfants de la rue sont une population très très instable. Très instable parce que, je vais prendre un exemple, vous descendez dans la rue ce mois pour essayer d'identifier les enfants. Quand vous revenez le mois prochain, vous n'aurez pas le même nombre. Mais qu'à cela ne tienne, vous n'avez pas des estimations. Au Cameroun, les enfants de la rue vont à des milliers. Il faut qu'on estime comme ça. Mais en particulier dans la région de l'Ouest, les enfants de la rue tournent autour d'une centaine. Je pense que c'est un peu avec le petit sondage que nous avons effectué, avec certaines descentes, avec certaines qu'on appelle les niches de concentration, on a essayé d'estimer à une centaine d'enfants vivant dans la rue. Parce que déjà, il faut déjà rappeler qu'il y a une différence entre ces enfants dits enfants de la rue et enfants dans la rue. Parce que enfants de la rue, c'est ces enfants-là qui sont partis des domiciles familiaux et qui ont trouvé pour refuge la rue. C'est-à-dire ils dorment dans la rue, ils mangent dans la rue, ils vivent dans la rue. Par contre, les enfants dans la rue, c'est ceux-là qui partent le matin de chez eux, vont faire certains travaux et rentrent à la maison le soir. C'est vrai que quand on les trouve dans la rue, on a tendance à confondre les uns les autres. Alors, de votre observation, Madame Kwekem, le phénomène s'est-il amplifié? Le phénomène s'amplifie de jour en jour.
Et surtout que c'est un phénomène qui naît beaucoup plus de la pauvreté. Vous voyez, la société d'aujourd'hui est pourrie. Ce qui fait que plus la pauvreté va de l'avant, plus le phénomène d'enfants de la rue va de l'avant. Pourquoi? Parce que ces enfants que nous retrouvons dans la rue se recrutent dans les familles pauvres, dans les familles qui vivent d'une façon précaire. Vous allez même voir certains enfants de la rue qui y sont avec leurs parents. C'est-à-dire que le papa, avec la pauvreté, contraint la maman ou le papa à aller lui-même dans la rue pour mendier, ou encore d'envoyer l'enfant dans la rue, ou encore il dit être avec l'enfant. Donc vous voyez donc que plus le temps est difficile, plus le phénomène s'accroît. Et généralement, quelle est la tranche d'âge qu'on retrouve dans la rue? En principe, on recrute presque toutes les tranches d'âge. Pourquoi? Parce que quand il dit toutes les tranches d'âge, c'est que mon collègue a parlé de l'enfant dans la rue et l'enfant de la rue. Lorsqu'on voit déjà l'enfant dans la rue, c'est déjà presque toutes les tranches d'âge. Pourquoi? Parce que parfois je dis, même les enfants qui lavent les voitures sont des enfants dans la rue. Ils sont arrivés comment? Parce que même dans la rue, ils évoluent. Au début, là, il fait un métier comme le porteur. Après un certain âge, il change, il va faire le pambé. C'est-à-dire, il va dans les gares routières pour porter les sacs. Après, il va laver les voitures. C'est le même enfant dans la rue. C'est pour cela que vous allez retrouver même les gens de 40 ans qui sont dans la rue, depuis des années et qui ne sont jamais rentrés sous le toit familial. Ils ont déjà oublié leur famille. Et donc, c'est pour dire que déjà, moi, particulièrement dans mon secteur, je retrouve souvent les enfants de 10 ans à 35 ans dans la rue. Monsieur Noah, quelle est la tranche d'âge concernée par ce phénomène? Quand on parle d'enfants de la rue, quelle est la tranche d'âge recrutée? Oui, pour essayer d'apporter des éclaircies sur la réponse de ma collègue, les enfants, déjà, le ministère des Affaires sociales qui s'occupe des enfants en situation difficile. Les enfants chez nous sont considérés ceux-là qui sont âgés de 0 à 18 ans. Et déjà, il est vrai que, comme le disait Mme Koukem tout à l'heure, à 35 ans, vous allez trouver des hommes dans la rue et qui se proclament enfants de la rue. Tout simplement parce qu'ils sont passés de l'âge de l'enfance jusqu'à l'âge adulte dans la rue et continuent à se sentir enfants étant dans la rue, compte tenu des activités qu'ils mènent dans la rue. Bon, la tranche d'âge, pour le dire, c'est lorsque un enfant peut déjà aller à l'école. Je vais parler des enfants de 7 à 18 ans. C'est déjà un enfant de 7 ans qui a déjà coupé le cordon et qui peut déjà apprendre à aller seul, peut trouver son ami comme son véritable refuge. Et comme Mme Koueken le disait tout à l'heure, ces problèmes des enfants de la rue sont de deux ordres, exogènes et endogènes. Exogènes, c'est-à-dire les problèmes inhérents aux parents ou à l'environnement, et les problèmes endogènes, c'est-à-dire les problèmes inhérents aux enfants eux-mêmes. Parce que déjà un enfant qui, comme Mme Koueken me disait tout à l'heure, qui grandit et à côté de lui se trouve un peu opprimé par la société, par son entourage, et obligé de partir du ressort familial pour se retrouver ailleurs. Je vais peut-être simplement prendre un exemple. Pendant que les enfants vont à l'école, celui-là reste à la maison. Et quand il ne peut pas aller à l'école, la première des choses, c'est qu'il va chercher à s'occuper. Et quand il va chercher à s'occuper, il sera obligé de partir de la maison familiale pour s'occuper, parce que déjà à la maison familiale ne se trouve pas prise en compte. Et il est obligé de partir. Et quand il s'en va, et qu'il ait trouvé un partenaire ou un ami avec qui il peut bien s'occuper,
C'est comme ça qu'il s'en va. Je peux encore prendre un autre exemple. Un enfant qui va à l'école. Et quand il est rentré de l'école, le parent le soir ne pas lui demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Est-ce que je peux regarder tes cahiers? L'enfant se sent très libéral. Et quand il est très libéral, il peut se dire parfois, quand il est à l'école, il peut ne pas aller en classe. Et quand il rentrera le soir, il n'aura pas de problème. C'est donc quand le parent finit par découvrir qu'il agit un peu de violence sur l'enfant s'est obligé de partir. Voilà un peu deux cas pour dire très vrai que la pauvreté, certes, elle y est, mais il y a un véritable problème d'irresponsabilité parentale. Le véritable problème, c'est l'irresponsabilité parentale. Et d'ici, excusez-moi, quand déjà un parent a 10, 15, 20, 30 enfants, ce n'est pas facile de mettre sur les 30 enfants une autorité parentale digne de ce nom. Que lorsque vous avez 2, 4, 5. Ça, vraiment, je pense que vous serez d'accord avec moi. S'il faut appeler 10 enfants et leur donner des instructions, ce serait plus difficile de le faire que lorsque vous avez 2. Et s'il faut envoyer 10 enfants à l'école, ce serait plus difficile que lorsque vous envoyez 2 enfants à l'école. Et c'est ça qui va faire que quand déjà le parent va se rendre compte qu'il a déjà envoyé un premier enfant à l'école, 2, 3, dès que vous avez échoué, toi, tu n'es rien. Et c'est lui qui n'est rien là, il va se sentir qu'il n'est plus utile et va se chercher ailleurs. Le voilà devenu enfant de la rue. Ça veut dire que nous-mêmes, nous envoyons parfois nos enfants dans la rue sans le savoir même. Le Alors, c'est vrai qu'on a commencé à aborder cette question qui est très essentielle sur les causes du phénomène. Alors, Madame Pwekem, je voudrais qu'on entre un peu plus en profondeur. Quelles sont les origines? Qu'est-ce qui pousse souvent ces enfants à fuguer du foyer? Ce qui pousse ces enfants à fuguer du foyer, nous avons déjà parlé de l'économie, de la misère de la famille. Il y a aussi le divorce. Lorsque un couple divorce, il ne pense pas à l'avenir de l'enfant. Parce que lorsque vous divorcez, toi la femme, tu peux trouver l'homme de ta vie, et l'homme peut trouver la femme de sa vie, mais l'enfant doit rester seul. Parce que l'homme que la femme doit épouser après le divorce n'acceptera jamais l'enfant X que tu as laissé derrière, et vice-versa. Donc le divorce parfois amène les enfants dans la rue. Il y a aussi la puberté mal gérée. Parce que vous allez voir, il y a cette tranche d'âge pré-pubertaire ou en âge pubertaire qui se retrouve en grand nombre dans les enfants de la rue. Pourquoi? Parce que c'est une période où l'enfant cherche à s'affirmer. L'enfant cherche à se forger une personnalité. Or, il faut un parent à côté pour l'aider à le faire. À un certain âge, l'enfant commence à dire, je veux m'identifier. M'identifier à qui? Peut-être à papa, peut-être à maman, peut-être à un grand frère. Ce papa-là qui ne voit jamais. Parce qu'il y a des papas qui quittent de la maison à 6 h du matin, quand l'enfant dort encore pour aller au travail, revient à 21 h lorsque l'enfant est déjà endormi, et parfois même il revient étant ivre, sourd comme un abeille. Il y a des parents, je te jure, Willy, qui peuvent traverser leur enfant en route sans remarquer que je viens de voir mon enfant. C'est-à-dire qu'il a regardé l'enfant, ils se sont vus, œil dans l'œil. Mais il n'a pas remarqué parce qu'il est ivre. Avec ce genre d'enfant, c'est le laisser aller à la maison. L'enfant peut faire du n'importe quoi. Il y a beaucoup de causes. Il y a aussi, comment je peux appeler ça, le régime matrimonial des familles. Comme lui vient de parler de la famille nombreuse. Dans les familles polygamiques, on retrouve aussi beaucoup d'enfants de la rue. Pourquoi? Parce que papa a 2, 3, 4, 5, 10 femmes. Alors il a 30 enfants, 40 enfants, 20 enfants. Il ne peut pas s'occuper de ces enfants-là comme un monogame, comme quelqu'un qui n'a que 2 ou 3 enfants. À côté de ce régime polygamique, il y a aussi les familles monoparentales. Il y a des femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Lorsqu'elle vit seule avec son enfant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, elle change des hommes, comme si elle changeait les habits. Or, lorsque les hommes défilent à la maison, parfois l'enfant à un certain âge, je veux dire l'enfant garçon, se sent frustré. Il veut s'affirmer en tant que mâle. Il est même jaloux de l'homme
qui vient à la maison chercher sa maman. Ce qui fait qu'à un moment, il quitte la maison et il va dehors. Parce qu'il a l'impression que sa maman ne veut plus de lui, mais il veut plutôt de tel. Et vice-versa, même du côté du foyer monoparental, dirigé par un seul papa, c'est la même chose. Il amène tellement de femmes à la maison que son enfant se sent jaloux. Il dit que mais ma maman n'est plus là. C'est pas parce que ma maman n'est plus là que tu dois faire du n'importe quoi. Il se retrouve dehors et n'importe comment. Il y a tellement de causes. Tellement de causes. Il y a même, on a cité l'économie, il y a même ce phénomène d'exode rural. Les enfants qui vont en ville à la recherche du travail. Or, ils partent en ville, ils ne connaissent pas les réalités de la ville. Quand ils arrivent donc en ville, ils tombent dans les groupes des bandits, dans les groupes des amis et autres. J'ai une fille de la rue que j'ai chez moi, qui est venue de Yaoundé. Elle est venue de Yaoundé, elle était à un étage, je ne peux pas vous décrire. Et elle me dit, quand elle a eu la grossesse, à 13 ans, s'il vous plaît, sa tante à Yaoundé s'est rendue compte qu'elle est enceinte. Elle a dit, madame, sors de chez moi. Alors, elle ne connaissant même pas ses parents, parce qu'elle-même, elle est enfant naturelle. Elle ne connaît pas ses parents, mais elle sait que son papa serait venu de l'Ouest. Mais sa maman ne vit plus, elle est chez sa tante. Alors, elle quitte donc Yaoundé, arrive à Bafoussam. Elle arrive à Bafoussam, elle s'installe quelque part là à l'auberge. Elle a fait juste une semaine là-bas. Ses camarades, les filles sont venues lui proposer certains comprimés. On lui a dit que non, quand tu as le comprimé, si là tu te sens forte, tu n'as plus peur de rien, mais c'était le tramol. Elle a pris le tramol et il faut voir ce qu'elle est devenue. Il y a tellement de choses qui amènent nos enfants à aller dans les rues. Il y a aussi les conflits conjugaux. Nos parents, dans les ménages, nous faisons des problèmes devant les enfants sans savoir. Parce qu'en principe, lorsqu'il y a des conflits conjugaux, ça ne devrait pas se passer devant les enfants. Il faudrait faire ça dans vos 4 murs. Et même si ça se passe, parce qu'il n'y a pas de foyer sans problème, même quand ça arrive, qui est mal entendu entre ton époux et toi. Mais il faut être lente à la colère. Il ne faut pas aller très droit au but. Et même lorsque tu n'es pas lente à la colère et que tu veux parler à ton conjoint, je veux dire conjoint comme ça les deux, il faut savoir quel mot tu utilises. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche pour insulter ton mari ou bien pour insulter ta femme ont le pouvoir d'éduquer votre enfant et ont aussi le pouvoir de détruire votre enfant. Parce que lorsque j'ai les problèmes avec mon mari, la façon par laquelle je parle à mon mari, les enfants sont très, très curieux. Hein. Quand tu parles à ton mari, l'enfant est là, il écoute. Parfois, s'il aime beaucoup plus le père que la maman, il dit, mais comment maman peut s'adresser de cette façon-là à mon papa? Ça le révolte et puis il se retrouve dans la rue. Donc il y a tellement de choses qui amènent les enfants dans la rue. Exactement, il y a tellement de raisons. Et justement, lors de mes investigations, dans ma quête d'informations sur le sujet, j'ai eu la possibilité de rencontrer quelques enfants de la rue. Et la raison la plus avancée, c'est la maltraitance. En fait, ces enfants-là se disent maltraités dans leur foyer. Oui, en principe, les enfants de la rue ont quelque chose de très particulier. Quand vous allez interroger, tel que vous le dites, un enfant de la rue, soit son parent est décédé, soit sa maman a divorcé de son père, comme le disait tout à l'heure Madame Kwekem, soit on l'a maltraité parce qu'il a été battu, mais ils ne vous diront jamais La vraie vraie raison de prime abord. Et je vais vous dire également, les enfants de la rue ont de ces particuliers qui sont très, très, très menteurs et ils sont très renfermés. Non seulement ils sont menteurs, ils sont très renfermés. Pour qu'un enfant de la rue vous donne son nom, vous devez passer au moins 6 mois à courir après lui pour qu'il vous donne son véritable identité. Qu'il vous donne seulement son nom. Il va vous donner soit un pseudonyme, soit un surnom, soit seulement son prénom. Et vous allez lui demander pourquoi elle est dans la rue, vous dit ma mère est morte, mon père est mort, on m'a chassé, vous allez donc voir dans les véritables raisons. C'est un peu ce que Madame Kwekem venait de dire tout à l'heure. Soit l'enfant a géré très mal un problème de couple ou un problème familial, ou l'enfant ne supporte même pas un phénomène familial. Soit alors l'enfant gère mal
ses premières crises pubertaires. Donc voilà un peu, comme je le disais tout à l'heure, il y a les causes exogènes et les causes endogènes. Oui. Et ce qui fait que de temps en temps, l'enfant dans la rue, un enfant de la rue, tel qu'il soit, tant qu'il ne vous a pas encore fait confiance, Je ne peux pas vous dire la il ne vraie peut pas raison de vous son dire départ de la la maison. vraie raison de son départ de la maison. Il ne peut pas vous dire. C'est pour ça que vous allez voir chez nous, quand je dis chez nous, aux affaires sociales, vous allez trouver dans les institutions, un enfant qu'on a retiré de la rue, qui passe pratiquement un an pour qu'il finisse par dire déjà le nom de ses parents, ou alors aller montrer au domicile parental. Parce qu'ils sont très méfiants et ils se disent, qu'est-ce que ça va devenir si je vais dire ci et si j'avais dit cela? Qu'est-ce que je deviendrai? Il faut vous lui faisiez une très mise en confiance, très grande mise en confiance pour qu'il apprenne à s'ouvrir d'une manière progressive à vous. Et si déjà le premier contact est mal entamé, mal fait, vous allez faire 5 ans et ne vous sera jamais vu. Mais comment comprendre, qu'est-ce qui peut véritablement expliquer qu'un enfant préfère la rue à, je ne sais pas, un toit? Nous ne dirons jamais assez. Nous avons commencé tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Un exemple en disant, un enfant qui part de la maison juste pour la cause, parce que sa mère, un garçon, sa mère est bastonnée de temps en temps par son père. Donc, il se dit, pourquoi papa, maman? Et comme papa, maman, je préfère partir. C'est un signal. Je préfère partir. Et quand il s'en va, soit c'est parce qu'il veut se faire, il veut se faire écouter par ses parents, soit alors il se dit, ma raison d'être n'est pas ici. Il va juste trouver un ami. Et les enfants sont très attachants à leurs amis. Il va juste trouver un ami dehors qui va lui dire, au lieu de rester même chez ton père là, il faut d'abord qu'on reste d'abord ici en attendant que tu grandisses. Parce que de temps en temps, tu pourras aller venger ta mère. Plus tard, tu vas dire à ton père, ne tape plus maman. Ne bat plus sur maman. Et l'enfant va dire, ah, voilà quelqu'un qui peut au moins m'écouter et qui peut comprendre mon problème. C'est comme ça que l'enfant va commencer, même sentant tout ce qu'il y a comme danger. Parce que déjà, ils vont préférer aller dormir sous un toit ou chez eux. Ils vont d'abord commencer à dormir même devant les bars ou devant les vérandas inconnues ou alors dans des vieilles voitures. Et quand il va dormir dans une vieille voiture, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il commence à s'accommoder. Et voilà que il a trouvé un nouveau logis et il y reste. Il y reste. Et or, le matin, il n'a plus, on ne crie plus sur sa tête. Tonton, va laver les assiettes, va puiser de l'eau. Il s'est dit, ah, maintenant, je me suis réveillé ce matin, on ne m'a pas demandé d'aller puiser de l'eau. On ne m'a pas demandé d'aller laver les assiettes. On n'a pas grondé. Ah, est-ce que ça veut dire que ici c'est bien? Maintenant, pour le ramener, ça devient un problème très très difficile parce que là, il faut faire un peu ce qu'on appelle la reconstitution de la personnalité. La reconstitution de la personnalité parce qu'en ce moment, il faudrait que l'enfant recommence à être éduqué. Et là, on ne va pas encore de la rééducation parce que dans la rééducation, c'est éduquer de nouveau. Éduquer de nouveau, ça veut dire que la première éducation a été ratée, il faut recommencer. Il faut recommencer. Maintenant, quand vous avez recommencé, vous pouvez dans les 60% rattraper tout ce qu'il a perdu. Mais à 100%, ce sera très difficile, voire impossible. Oui. Alors, Madame Kwekem, comment expliquer qu'un enfant de 7 ans se retrouve dans la rue? Oui, là, un enfant de 7 ans peut se retrouver dans la rue. Parfois, on en voit même moins, hein? Oui, Moins que ça, peut-être 5 ans ou alors 4 ans. Vous savez, il y a des choses que les parents font sans le savoir. Il y a les cas de surprotection. La surprotection peut aussi amener l'enfant dans la rue. Il faut que j'explique mieux pour que les téléspectateurs comprennent. Elle dit, tu es à la maison avec un mari. Voilà papa, voilà maman. Quand papa reproche l'enfant,
la maman met la bouche. Ou quand la maman reproche l'enfant, le papa met la bouche. Et à l'immédiat, c'est-à-dire qu'il y a une surprotection. Directement, l'enfant se sent que tel parent ne m'aime pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Les enfants sont comme ça, il va dans la rue. Il y a aussi le mariage précoce et forcé qui peuvent amener les enfants dans la rue. J'ai une fille de la rue au CEPROGEF qui est arrivée comment? Elle dit elle est allée en mariage à 14 ans. Le mari avait environ 29 ans. C'était pas très grave parce que lui aussi était jeune. Mais la fille n'a pas pu supporter les caprices de l'homme. Parce que pour qu'une femme se marie, il faut qu'elle ait une certaine maturité. Elle n'a pas pu supporter les caprices de l'homme. À peine elle a atteint sa puberté, on l'a envoyée en mariage, on l'a envoyée chez un homme qui passe tout son temps à courir derrière les jupons. Elle n'a pas pu supporter, elle a dit je ne peux plus, elle a fermé les portes. Et comme le mariage était forcé, elle ne pouvait pas rentrer en famille. Parce qu'en rentrant en famille, les parents devaient la chasser. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi la rue. Elle a dit je préfère encore aller à Aqua tous les jours, dormir même là-bas, que de rester avec ce monsieur. Ses parents se sont rendus compte, lorsqu'elle est arrivée au CEPROGEF, alors que je me dis, mais tiens, et puis c'est plus tard, comme M. Noah a dit, 6 mois au moins après, que je suis que elle était une femme mariée avant. Donc le mariage précoce et indésiré, forcé, peut amener aussi une jeune fille à se retrouver dans la rue. Il y a la surprotection, comme j'ai dit, il y a aussi les frustrations. Un enfant qui se sent frustré. Tu es à la maison avec un enfant, tu passes ton temps à l'insulter. Regarde ton âge. Toi, tu as quel âge? À 15 ans, tu es encore en 6e. Tes amis font déjà tant, tes amis font ci, tes amis font ça. Tu passes tout le temps à frustrer l'enfant, à l'insulter, à lui faire des comparaisons. Ton ami est ceci, toi tu n'es pas ceci, ainsi de suite. L'enfant va se sentir frustré et va se retrouver facilement dans la rue. Il y a aussi l'amour parental. Parce que quand il veut dire amour, les gens vont voir plutôt la surprotection. Je parle de la surprotection, il y a aussi l'amour. Il y a des parents qui ne donnent pas suffisamment d'amour à leur enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas la possibilité de se confier à son parent. L'enfant n'a pas la possibilité de parler de lui-même aux parents. Le parent met une grande distance entre l'enfant et lui. Ce qui fait que l'enfant, à ce moment, cherche à se confier soit au voisin, soit à un autre ami. Or, en se confiant à son ami, est-ce que cet ami est outillé pour lui donner la réponse de sa question? Point d'interrogation. Et c'est comme cela que finalement, il peut se retrouver dans la rue. Il y a aussi le confiage. Le confiage, bien les vacances. Quand vous confiez l'enfant à une tante, à un oncle, à une cousine, il faut connaître d'emblée le caractère de ce parent à qui vous confiez votre enfant. Parce que parfois même c'est l'éducation que l'autre parent donne à l'enfant qui amène l'enfant à se retrouver dans la rue. Nous avons vu des enfants qui sont partis en vacances et lorsqu'ils sont revenus des vacances, les parents les ont méconnus. Pourquoi? Parce que l'enfant est parti en vacances chez un parent dont le père géniteur même de l'enfant ne connaît pas les habitudes. Peut-être celui-là c'est un ivre, peut-être c'est un je ne sais quoi. Tu envoies ton enfant en vacances chez lui parce que tu veux à tout prix que ton enfant aille à Douala ou à Yaoundé. Et puis l'enfant revient, tu ne reconnais plus l'enfant. Et par rapport même au confiage là, quand vous confiez l'enfant à un tuteur ou à une nourrice, ne soyez pas toujours derrière pour savoir, c'est-à-dire que ne titillez pas beaucoup le tuteur ou la nourrice de l'enfant. Quand vous titillez beaucoup ces gens qui vous ont substitué, alors ça les énerve, parfois ils lâchent l'enfant. Mais il m'a dit que je donne beaucoup le travail à son enfant, moi je ne dois plus donner. Il a dit je fais ci, je ne dois plus le faire, que ça sort comme ça sort. Et c'est comme ça donc que l'enfant est dans la rue et toi, chez qui la personne chez qui on a confié l'enfant s'en fout, il dit ça sort comme je viens de dire. Il y a tellement de choses. Il y a aussi le phénomène de groupe dont nous venons de dire. Il y a des parents qui à la maison ont des enfants qui ne connaissent même pas avec qui cet enfant marche. L'enfant, parfois même ils connaissent, mais ils ne connaissent pas les caractères de ces gens-là. Il y a des amis de vos enfants qui viennent rendre visite aux enfants chaque jour. Vous ne connaissez pas qui sont ces enfants. Vous ne connaissez pas leurs parents. Quand ils viennent chercher ton enfant, tu ne sais même pas là où ils partent. Et parfois, induit. Ou bien ils viennent chercher l'enfant le matin, ils reviennent tard le soir. Vous étiez où? On jouait au ballon. Comme on a dit, on jouait au ballon. Alors là, on sait qu'ils jouaient au ballon, à ballon. Mais je vous dis une chose, les enfants de la rue sont très rusés.
très malin. Comme les enfants têtus. Parce que lui, quand il dit je joue au ballon, peut-être qu'il est parti braquer quelque part. Mais il va venir te dire que je joue parce que tu le vois tout sale. Donc il y a la compagnie. Il faut savoir avec qui vos enfants marchent. Il faut savoir qui fréquente vos enfants. Il y a tellement de choses qui peuvent amener l'enfant. Il y a aussi la famine. La famine qui amène des enfants dans la rue. Parce que je prends le phénomène de l'Ouest, par exemple. J'ai vu des mamans ici à l'Ouest qui partent au champ. Et ils font pratiquement une semaine, 2 semaines. Lorsqu'elle va au champ, elle laisse derrière elle les enfants de 5 ans. Hein. J'en ai vu. Elle laisse les enfants de 5 ans. Elle arrange juste un petit plat. Elle se dit, bon, pas derrière pour préparer le macabo aussi. Ce macabo ne peut même pas faire 2 jours. Tu laisses aux enfants, tu vas au champ. Quand le macabo finit, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant commence à errer partout au quartier, à mendier, manger de maison en maison. Quand il mange de maison en maison, finalement, il se retrouve dans la rue. Parce que lorsqu'il va arriver ici, il va dire, hier tu as mangé, ici il n'y a plus à manger, on te chasse. On te chasse maintenant de maison en maison. Finalement, tu te retrouves dans la rue. Donc, il y a tellement de choses qui amènent les enfants là-dedans. Il faut que nous soyons seulement pointillistes sur l'éducation des enfants. Et vous faites bien de le dire, ce point que vous avez évoqué tout à l'heure sur ces enfants sur ces mamans qui vont au champ faire souvent des jours, des semaines et qui ne s'occupent vraiment pas des enfants. Je le dis parce que j'ai vécu un phénomène comme ça et c'est propre à nos mamans de l'Ouest. Oui. Elles sont championnes dans ce genre d'exercice. Elles sont vraiment championnes pour laisser les enfants pendant des semaines et aller au champ. On laisse tout simplement le macabo, on ne sait pas comment est-ce que les enfants font pas derrière, qui assure l'éducation, qui fait ci. Et les enfants errent dans le quartier, comme vous le disiez tantôt, madame. Il y a même aussi le manque de communication que nous avons oublié de souligner dans les familles. Il y a des familles où on ne communique pas. Quand l'enfant a un problème, il a du mal à s'exprimer. Quand il parle avec le parent ne l'écoute pas. Alors que la communication est la base au sein d'une famille. C'est essentiel. Quand il n'y a pas de communication, l'enfant se retrouve dans la rue. Forcément. Alors, si je comprends bien, dans vos interventions, je me rends justement compte que ces enfants-là sont en quête de liberté, dans la plupart des cas. Parce que j'ai compris une histoire comme quoi on avait donné la possibilité, on avait offert la possibilité à un enfant de retourner chez lui, mais lui, il a carrément préféré rester dans la rue. Donc, en fait, ces enfants-là sont en quête de liberté. Bon, dans mon sens, les enfants sont en quête, pas de liberté, mais ils sont en quête du bien-être. Ils sont en quête du bien-être, c'est-à-dire comment vivre mieux que ce que je suis en train de vivre maintenant. Bon, la liberté, elle vient juste, elle s'accompagne juste du bien-être. Parce que les enfants, comme le disait Mme Kotim tout à l'heure, bon, que ce soit des filles ou des jeunes garçons, il y a un problème, c'est l'encadrement familial. Quand l'enfant est mal encadré dans la famille, l'enfant se retrouve, ça, ce n'est plus de liberté, ça c'est de libertinage. C'est-à-dire un enfant à qui on ne peut pas dire, on ne fait pas ci, on fait plutôt ceci. Quand vous lui dites, on ne fait pas ci, on fait cela, vous êtes déjà son ennemi. Et alors, il faut qu'il parte. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire, les mamans qui vont au champ. Si seulement les mamans allaient au champ et que les papas restaient et suivre un peu les enfants, ça allait se comprendre. Oui. Hein? Le problème, c'est que les deux vont au champ. Et quand les deux vont au champ, on se dit, voilà, vous allez parler de macabo. Et même, et même quand on laisse même un sac de macabo, vous n'êtes pas sûr que ces enfants sauront gérer le macabo que vous avez laissé. Parce que pendant que papi a préparé, mamie a préparé pour les 6 enfants qui sont à la maison, ils ont mangé une fois. Et d'habitude, la maman prépare la même quantité pour manger 2 fois. Oui. Et vous allez vous rendre compte que à la fin d'une semaine, si on avait laissé la quantité suffisante, cette quantité sera finie parce qu'il y a un problème de manque de gestion. Parfois, on prépare, on appelle tous les enfants. Voilà, c'est un problème de gestion. Et maintenant, quand les enfants n'ont plus rien à manger, ils vont partir. Moi j'ai reçu au centre d'accueil d'observation de Bafsam l'année passée, un enfant parti de Baleine
pour aller fréquenter à l'école publique de Ghana. Hmm. Quand il revient, il trouve que sa maman est partie au champ et surtout un enfant vivant qui vivant seul avec ses 3 enfants. Elle est partie, elle a laissé son fils de 12 ans et ses 2 filles de 7 et 5 ans. Aïe, aïe, aïe. Le garçon de 12 ans a laissé quelques macabots, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu de maïs, un peu de haricots et une bouteille d'huile. On nous disait que cette maman, elle est même allée au champ parce que c'est une autre dame qui est venue la chercher pour aller l'aider à travailler pour 2 semaines. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses enfants. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le grand-père s'étant rendu compte, s'étant rendu compte que les enfants sont restés seuls, est venu chercher les enfants. Maintenant, le garçon, qui ne se sentait pas aller sur le grand-père, a commencé à errer. C'est comme ça qu'il est allé avec des amis. Ils sont allés soutirer, je ne sais pas quoi, chez une personne qui les a arrêtés et les a amenés au commissariat. C'est comme ça que le commissariat central, après enquête, on voit que c'est un petit enfant de 12 ans qui ne peut même pas être jugé. On nous l'a envoyé au centre d'accueil d'observation. Quand il faut donc raconter, on essaie de demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Il nous raconte donc que sa mère est partie au champ et depuis une semaine, le macabo qu'elle a laissé est fini, le maïs qu'elle a laissé est fini, l'huile qu'elle a laissée est finie, elle ne voulait pas rester avec son grand-père parce que leur grand-père le tape beaucoup, lui surtout. Nous avons fait une descente sur le terrain. Nous avons trouvé qu'effectivement la maman était au champ. Les voisins nous ont fait comprendre qu'elle est partie au champ. Le père ne vivant plus avec la maman, sont séparés depuis au moins 5 ans. Le père était dans ces choses, je ne sais pas où, en ville. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce qui fait que ça devient difficile. Voilà un enfant subitement qui fréquentait, parce qu'il n'y a pas l'encadrement familial, se retrouve dans la rue. Hmm. Alors, c'est vrai qu'on a exploré les raisons, les causes du phénomène. Maintenant, venons à la vie dans la rue. Je pense que ça doit être un tourment pour ces enfants-là qui n'ont pas encore affûté les armes pour vivre dans cette jungle. La rue, vraiment, comme vous l'avez dit, c'est une jungle. Et vous allez trouver... Déjà, tous les enfants dans la rue sont des enfants abusés. Abusés dans tous les angles. Ça veut dire quoi? Vous trouvez un enfant dans la rue, celui-là qui peut me laver la voiture. Il va dans une laverie, il dit je vais travailler. Et on dit bon, tu peux laver la voiture, ok. Il y a donc comment on appelle, le responsable de la laverie, il emploie l'enfant. Et quand il emploie l'enfant, ce n'est pas un emploi normal, c'est de l'exploitation. Ah, il est abusé de ce sens. C'est de l'exploitation parce que pour une voiture, s'il faut payer 500 francs, il va prendre 400, il va donner 100 francs à l'enfant. L'enfant, il est content parce que tout ça, tout à l'heure, il doit manger. Et dès qu'il a fini de manger, c'est bon. De l'autre côté, il va vous trouver, vous qui allez souvent au marché, hein, madame, porteur, il va vous aider à porter des charges que vous pouvez peut-être, en fin de compte, payer à peut-être 200 francs. Bon, parce que c'est un enfant, vous allez prendre 50 francs à lui donner, il sera content. Vous avez également abusé de lui. Ça veut dire que vous ne l'avez pas payé proportionnellement au travail effectué. Oui. Voilà, de l'autre côté, ça va jusqu'au-delà de l'exploitation sexuelle, où des adultes abusent de ces enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Ici, à Bafoussam, j'en connais beaucoup qui se sentent plus à l'aise avec les petits garçons pour quelques pièces. Et nous avons essayé de décrier ce phénomène. La même chose avec les petites filles. Pour une petite fille, heureusement, celles-là, de temps en temps, se font ruser. Elles sont un peu plus rusées par celles qui sont un peu plus grandes, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Parce que celle qui a déjà grandi
ne peut pas accepter n'importe quoi. Et c'est même celle qui a grandi qui va dire, bon, va avec l'autre. Moi, je ne peux pas. Et elle n'est pas réfléchie pourquoi l'autre, pourquoi elle me demande d'aller avec. Et pourquoi pas elle. Donc c'est autant de choses. Ce qui fait qu'il y a de la drogue, parce que déjà dans la rue, tous les enfants apprennent à prendre la drogue. Ouais, parce qu'il faut être mentalement prêt. Parce qu'il faut être... Faut on être fort. va lui dire, quand tu vas fumer, tu seras... déjà, tu es un grand gars, un brave garçon. Quand tu vas boire de la bière, tu seras comme un père fort. À un moment, quand tu vas même fumer le chanvre indien, tu auras la puissance, tu auras le courage. Ce qui fait donc que les enfants vont se livrer à tout ça pour finir, et je vais dire même pour mourir. Pour mourir. Parce que les dangers dans la rue sont énormes. Je ne parle pas des intempéries. Parce que ça, c'est leur vécu quotidien. Vous allez les trouver peut-être à l'auberge. Dès qu'il y a une grande pluie, tout le monde est allé entrer sous une véranda, s'agglutiner peut-être dans une cabane abandonnée. Et vous ne savez pas, Dieu seul sait, est-ce que c'est les scorpions qui sont là-bas dedans? Est-ce que c'est les serpents? Est-ce que... Donc les dangers dans la rue sont énormes. Ils sont énormes. Les dangers sont très énormes. Or, les enfants, pour que l'enfant comprenne tous ces dangers, et l'enfant va vous dire, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais, pour le moment, je préfère rester. Je vais vous dire, il y a des enfants que nous prenons dans la rue, nous amenons au centre d'accueil et d'observation, où il y a un toit, où il y a à manger le matin, à midi et le soir, où on peut les habiller. Mais l'enfant, parce qu'il a été habitué à manger à tout moment dans la rue, ne supporte plus qu'on le mette sous un régime où il faut prendre 3 repas par jour, comme pour un homme normal qui se prépare. Il se dit, bon, et en plus, quand on est au centre d'accueil, on me donne le pain le matin. Oui, c'est bon. Mais quand on donne le pain le matin, là, le pain là même, on ne met pas le chocolat. On ne charge pas avec l'œuf. Or, quand il est dans la rue, il sait que quand il aura travaillé 200, il va directement aller dans un café. Pain, omelette garnie avec dans le pain. Après ça, il va repartir. Il va encore travailler 200. Il va aller manger le soya. Il ressort. Il travaille 150 ou 500. Le soir, il va manger un demi-poisson brisé. Avec... bon, après ça, il va travailler 50. Il va sucer les bonbons. Et il va travailler 100 francs. Il va acheter les biscuits. Donc, pour lui, à tout moment, il faut qu'il se sente à l'aise. Or, ne lui dites pas, avant de manger, va te laver. Pour lui, ça c'est un calvaire. Ça c'est déjà un problème, vous voulez déjà le torturer. Et maintenant, il faudrait qu'il finisse par comprendre quel est le bien fondé de la propreté. S'il n'a pas, c'est-à-dire déjà qu'il n'a pas été habitué, ou alors c'est quelqu'un qu'on appelait viens, je te lave. Il ne sait même pas se laver. Alors, peut-être à un certain âge, là, il a passé 2 années dehors, dans la rue. Vous ne pouvez plus l'appeler pour lui dire, venez, viens, je te lave. Il faut qu'il apprenne à se laver. Et il faut que quelqu'un soit à côté pour qu'il accepte de manière progressive jusqu'à le sortir de ce carcan. Ce qui n'est pas de tout repos et ce qui n'est pas facile. Hein, madame? Vraiment, le problème, ce n'est pas les dangers des enfants dans la rue. Les dangers sont multidimensionnels. C'est vrai que M. Noah, quand il a cité les quelques dangers que rencontrent ces enfants-là dans la rue, des dangers auxquels ils sont exposés, vraiment ça faisait froid dans le dos, Madame Kwekem. Et avant on parlait d'abus sexuels chez les filles, mais par contre même les hommes de la rue, les garçons de la rue sont exposés à ce type de pratique.
justement, ils sont exposés à ce type de pratique parce que dans la rue, c'est pas facile. C'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Et je voulais vous dire aussi, s'il vous plaît, dans la rue, ils sont organisés. Mhm. Ils sont organisés dans la rue. Ils ont des groupes. C'est pour cela que quand vous avez un enfant de la rue sous la main, lorsqu'il glisse, et que vous avez réussi à mettre en confiance un autre enfant de la rue, vous pouvez aller vers lui et lui dire, je veux tel. Je veux faire comment pour voir tel. Il va te dire, si tu pars à tel endroit, tu vas le trouver. Parce qu'ils savent que tel est dans... Il est vrai que parfois ils changent de groupe, mais en principe, ils ont des groupes. Et dans ces groupes, il y a des chefs. Et lorsqu'on t'intègre dans un groupe, tu donnes les droits de groupe au début. On ne cherche pas à savoir si tu viens d'arriver ou que tu es ancien dans la rue. Les Tu droits dois des groupes, là, c'est quoi exactement? Ça peut être tout. Ça peut être même l'argent. Ça peut être le sexe. Parfois, les plus grands sodomisent les plus petits. C'est parce que vous avez parlé de sexe, de viol, que je dis ça. Parfois, les plus grands sodomisent les plus petits. Pendant un certain nombre de temps, avant d'arrêter. Là, c'est pour payer le droit, pour vivre dans ce groupe-là. Parfois, c'est de l'argent. Parfois, il te fait faire un... Ça peut être un laveur de voiture. Ou bien un port, je ne sais quoi. Il te fait faire un travail, il reste là, tu travailles et tu reviens lui donner l'argent. Et il te dit combien tu vas lui donner, à combien de temps tu vas lui donner cet argent pour être accepté dans ce groupe. N'oublions pas aussi le grand bandit, les braqueurs, qui utilisent les enfants de la rue pour faire leur travail. Tu dois voir, parfois, on t'apporte un enfant. On apporte un enfant dans une brigade ou bien dans un commissariat. C'est un enfant de 7 ans. Mais on vous dit, on l'a pris dans une boutique. Il a tout ravagé ou bien on l'a vu dans un groupe de gars. Très souvent, ces bandits-là prennent ces enfants-là. On les met dans les cartons, on ficelle bien, on va mettre dans la boutique ou bien devant même la boutique. Il dit au boutiquier, je veux tant. Tu lui donnes tout ça, vous pouvez décompter ça souvent à hauteur de 100 000. Il dit, ouais, pardon, je laisse mon carton là, je reviens. Le carton qu'il laisse, c'est un enfant qui est dedans. Et on a donné les consignes à cet enfant. Alors, lorsque le barman reste fatigué, il ne trouve pas le créancier, alors il tire le carton dans le magasin, il ferme le magasin, il part. L'enfant, c'est-à-dire que la rue c'est une école. Pour vivre dans la rue, il faut faire leur école. Lui, il détache le carton, il sort du carton, il ramasse tout dans le magasin, il remet dans le carton, il entre et puis il se recroqueville. Wow, le matin, tu russe. le pousses, mais si tu es un peu distrait, peut-être je ne sais pas. Ce sont eux qui savent comment ils font souvent. Et puis même l'enfant qu'on a mis dans le carton, s'il te plaît, lors du partage, on n'a même pas son temps. Peut-être c'est même pour payer ses droits. Parfois, quand tu arrives dans la rue comme ça, tu es en train de cheminer, tu as un petit enfant de 7 ans qui vient vers toi. Soit pour un renseignement, soit parce que j'ai faim. Tata, pardon, si tu peux me glisser 100 francs là, j'ai faim. Derrière lui se cachent beaucoup de bandits. Lorsque tu veux un peu, tu ouvres le sac, tu t'attardes pour l'aider. C'est là alors que la troupe sort derrière pour voler. Parfois même c'est sa propre maman. Mais on lui dit, vas-y. Donc pour dire que la rue n'est pas ça facile. On utilise les enfants dans la rue. Et même des grands messieurs, comme il a dit. Il y a des grands gens qui sont dans les cercles ou je ne sais quoi, qui se satisfait seulement derrière les enfants de la rue. Ils les sodomisent tout le temps. Et puis ces enfants-là sont même fiers. Ils disent que non, voilà mon temps, il vient, c'est que non, l'argent va tomber. Sans oublier les maladies, s'il vous plaît. Le sida, les MST et autres. L'infanticide encore chez les jeunes filles. Nous avons reçu une jeune fille au CEPROGEF. Elle est arrivée à un état, je ne peux pas vous dire. Et elle était séropositive. Nous lui avons demandé si elle a déjà avorté, parce qu'on sait qu'elles avortent toujours. Elle a dit oui. On a dit combien de fois? Elle a dit qu'elle ne peut pas compter. Aïe, aïe, aïe. N fois. Et cette fille n'avait que 16 ans. Elle a avorté N fois. Pourquoi N fois? Tu ne peux pas utiliser les condoms. Non, maman, quand tu utilises le condom, on ne te donne pas beaucoup d'argent. On te demande le full contact. Quand c'est le full contact, c'est là, ça a son prix. Quand c'est avec condom, ça a son prix. Lorsque le monsieur vient, lorsque la femme est habillée, disons qu'elle a un corsage,
et n'a pas de jupe, ça a son prix. Lorsque elle est totalement déshabillée, ça a son prix. Lorsque elle est habillée, elle met son habit là, elle soulève seulement l'habit sans enlever la jupe, ça a son prix. Lorsqu'elle est en soutien, sans corsage, ça a son prix. C'est-à-dire, quand tu comprends ce que ces filles de la rue te racontent, ça fait mal. Et quand je dis cela a son prix, tu as l'impression que c'est 1000 francs, c'est 2000. Non. Ce sont les histoires de 200 francs, 300 francs, 400 francs, au trop 500 francs. Et puis lorsqu'il fait ce full contrat, il te donne 500 francs. À tout moment, tu es enceinte. Et elle évacue l'enfant comment? Elle utilise quoi pour avorter? Il faut voir tous les risques que ces enfants-là courent. Parfois, même quand vous voyez les enfants qu'on ramasse dans les poubelles des ACAM, ce sont en grande partie les enfants issus des filles de la rue. Parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Elle ne sait même pas qui est l'auteur de la grossesse. Elle ne sait pas comment elle doit faire pour encadrer l'enfant plus tard. Elle a tellement avorté que lorsqu'elle prend le remède, le corps est immunisé, le fœtus ne sort plus, alors finalement elle accouche. Elle accouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter l'enfant dans la poubelle. Certains même qui réussissent même à garder cet enfant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Elle trouve que c'est une charge, parce que le père de l'enfant ne s'occupe pas de l'enfant. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour s'occuper de l'enfant. Mais comme elle a le bébé, elle ne peut plus bien faire son travail, parce que les filles de la rue, comme il vient de le dire, sont beaucoup plus organisées. Parce qu'elles font la prostitution pour survivre. Alors lorsque l'enfant l'empêche de faire sa prostitution, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle trouve un puits quelque part, ou bien une fosse qu'on a creusée, elle jette l'enfant là-dedans. Donc pour dire que c'est pas facile dans la rue. La rue est tellement difficile. Et j'ai même eu le témoignage d'une fille de la rue au CEPROGE qui m'a dit, maman, j'ai fait 3 mois sans dormir sur un lit. Et comment elle dit que le soir, pendant la journée, elle erre n'importe où. Le soir, elle se retrouve dans des bars, là-bas à Aqua. Alors, si elle a la chance de trouver un homme qui lui fait des avances, elle va, elle fait le truc qu'elle peut faire avec cet homme, et puis elle rentre. Parfois, elle rentre, il fait encore nuit. Lorsqu'elle rentre, elle se retrouve encore quelque part là. Ça devient un travail permanent. Un travail permanent. Parfois, lorsqu'elle ne trouve pas l'homme avec qui elle va faire ces choses-là, elle peut voir le barman. Ils sont souvent très complices avec les barman. Elle peut voir le barman et dire au barman que, gars, c'était dur aujourd'hui. Même quelqu'un de dire que viens, je te cache le foie. Parce qu'elle cherche seulement la personne qui va lui cacher le foie et non lui donner de l'argent. Alors elle dit au barman, si je peux même dormir à la douche, le matin tu ouvres. Le barman accepte. Et moyennant parfois 200, 300, elle entre à la douche, le barman ferme la douche. Il bloque la douche à clé, il ferme son bar, il va. Elle dort là-bas à la douche, le barman revient ouvrir la douche avant qu'elle sorte. Et si tu lui demandes de rentrer à la maison, elle va te dire, je préfère ceci que d'aller à la maison me faire insulter, me faire ceci, me faire cela. Donc la rue n'est pas facile. Mais sortir un enfant de la rue, ce n'est pas aussi facile. Exactement. Alors, je suis déjà toute chamboulée sur ce plateau. J'imagine, vous, à la maison, téléspectateurs, vraiment, c'est un sujet qui, voilà, qui émeut vraiment. Et je pense que avec 2 experts comme ça, parce qu'on a toujours une idée approximative de ce que ces enfants-là peuvent vivre dans la rue, des difficultés ou alors des expositions auxquelles ils sont confrontés, mais l'entendre comme ça avec tous les détails, l'entendre comme ça avec oh là là, c'est vraiment triste. Très très triste. Alors c'est vrai qu'on reste encore dans ce vécu dans la rue, de ce que ces enfants-là affrontent au quotidien. Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Apparemment, siffler de la colle, on dit souvent ça, ils sifflent de la colle. Apparemment, c'est un rite de passage pour vivre dans la rue. Pour ça, c'est pour certaines catégories d'enfants dans la rue. Bon, cette catégorie, elle est vraiment inhérente beaucoup plus aux enfants venant du Grand Nord. Parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus dans la kleptomanie. Et pour vraiment pratiquer cette activité, il faut beaucoup de courage. Et c'est pour ça que, comme ils ne peuvent pas, et que c'est un problème de moyens, pour acheter peut-être, comme on dit, on appelle un filon de chanvre indien, c'est 200.
Maintenant, par contre, il y a ce qu'on appelle la dissolution. Vous achetez un petit tube à 200 et vous pouvez l'utiliser pendant une semaine. Or, si vous achetez seulement un filon de chanvre indien à 200, c'est juste pour tirer une fois et c'est fini. Donc la colle est moins chère. La dissolution est moins chère parce que le petit tube de 200, il l'imbibe un peu, soit dans du plastique, ils mettent un peu dans du plastique, ou alors ils imbibent dans un tissu qu'ils aspirent. Et c'est c'est un adhésif très fort. C'est une substance, c'est un très grand, une substance de drogue. Ça joue quel rôle en fait? Ça permet de faire Ça quoi? permet donc à l'enfant, quand il est déjà sous, quand il est sous, ça lui permet de ne plus avoir peur lorsqu'il doit affronter telle ou telle chose. Un exemple, quand un enfant est déjà bien drogué, même il n'a plus peur d'affronter une personne qui veut par exemple agresser. S'il veut peut-être vous tirer le porte-monnaie, il n'a pas peur de ceux qui le regardent. Donc ça c'est un courage. Maintenant, et là, vous allez même vous allez l'arrêter, vous allez le bastonner, vous allez même battre, même presque à mort. Il ne va pas beaucoup sentir tout ce que vous lui faites parce qu'il est dans un autre état. Il est dans un autre état. Imaginez-vous quelqu'un, un adulte qui a fumé du chanvre indien est dans un état second. C'est-à-dire qu'il agit pas comme à la convenance. Mais maintenant, c'est-à-dire la drogue, la dissolution agit beaucoup plus vite. À un moment même, plus tard, ça détruit le système nerveux de l'enfant. Ce qui fait qu'à la longue, beaucoup plus sont de temps en temps comme des enfants dépendants de cette drogue. Ou ils sont toujours sous, même quand il n'en a pas pris, à un certain moment. Ce qui fait que maintenant, ici à l'ouest, ce phénomène C'est pas aussi récurrent, mais c'est celui de la consommation du cannabis qui est très récurrent. Vous allez trouver ici, à Bafoussam, dans les niches là, vous allez trouver un enfant de 8 ans, 10 ans, qui allume facilement un filon de cannabis et le tire sans état d'âme. Et c'est beaucoup plus, en principe, je ne sais pas, déjà ils sont beaucoup plus en relation avec les livreurs ou les passeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, Madame Kweke me disait, chaque groupe d'enfants de la rue a un leader. Chaque groupe a un leader. Et c'est le leader qui fait du groupe ce qu'il veut. Il y a des leaders qui disent, dans mon groupe, je ne veux voir aucune personne fumer le chanvre indien. Mais l'autre qui va dire, tu ne fumes pas, tu n'es plus là. Donc, ça dépend du groupe et ça dépend du leader. Si le leader est déjà un fumeur, automatiquement, tous les membres du groupe seront des fumeurs. Automatiquement. Et par obligation. Si vraiment vous voulez être membre de ce groupe. Donc, cette histoire de dissolution-là, c'est même plus dangereux, peut-être 3 fois plus dangereux que le cannabis. Parce que faites un tour à Yaoundé, au niveau de la poste centrale, vous allez trouver tous les enfants de la rue qui errent là sont des consommateurs de la dissolution. Alors là, Madame Kweke, comme je le disais, vraiment, je suis chamboulée par toute cette histoire sur le plateau. Je me demande bien comment est-ce que ces enfants arrivent à vivre dans la rue. Bon, c'est vrai aussi que, comme je le disais en introduction, ils sont très souvent mis au banc des accusés. Ils sont accusés de voyous, de bandits, de braqueurs. Et ces raisons sont justifiées. C'est justifié parce qu'il faut qu'ils fassent ça pour vivre, pour survivre. L'enfant de la rue, c'est qui? L'enfant de la rue, c'est celui-là qui a quitté le toit familial, s'est installé dans la rue, où la rue est tout pour lui. La rue, c'est son domicile.
La rue, c'est là où il mène ses activités. La rue, c'est là où il dort. La rue, c'est là où il puise tout ce qu'il peut puiser pour manger et pour se soigner. Parce que quand ils sont malades, quand tu vois un enfant dans la rue malade, ils sont solidaires. Hein. Tu vois comment l'un peut acheter le paracétamol pour donner. Ils ont des médecins avec eux. On sait que non, quand tel est malade, tel va aller acheter. Qu'est-ce que tu avais pris hier là? Va prendre ça pour donner à tel. C'est-à-dire que dans la rue, ils font beaucoup de choses pour survivre. Et ces choses qu'ils font pour survivre sont des mauvaises choses. Le grand banditisme, le vol, le viol, ils ont des noms là-bas. Quand tu es trop calme, on t'appelle Mougou. Ça, c'est un Mougou. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et quand vous parlez de la drogue, dans la rue, c'est le mot de passe. Il faut se droguer. Si tu ne te drogues pas, tu ne peux pas vivre dans la rue. Non. Parce que si moi, je deviens enfant de la rue, là, je rencontre M. Noah en route, ça ne doit même pas passer dans ma tête que je connais M. Noah. Je veux soutirer la poche, le portable de M. Noah, je soutire. Je le regarde droit dans les yeux. Ça ne me fait même pas que non, c'est le monsieur qu'on se connaît avant, non. Pourquoi? Parce que je me suis droguée. Si je ne me drogue pas, je ne peux pas vivre dans la rue. Pour les cas des filles, moi je connais mieux, elles nous disent de temps en temps que si tu ne prends pas, si tu ne te drogues pas, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que pour avoir un peu d'argent, pour te vêtir, parce que pour des filles, c'est encore plus délicat chez les filles. Pourquoi? Parce que le garçon de la rue peut être sale, peut être du n'importe quoi, peut porter un habit pendant toute une année, ça ne lui dit rien. Mais la fille, le voit souvent, hein. Oui, mais la fille de la rue doit changer de vêtements, doit se mettre belle, doit faire ci, doit faire ça, sans compter qu'il y a aussi le sang qui coule là tous les mois, il faut se garnir, il faut. Ce qu'il faut l'argent à tout prix. À côté du fait qu'il faut manger comme les garçons de la rue, il faut de l'argent pour s'entretenir, pour acheter son lait de toilette, pour faire ceci, pour faire cela. Qu'est-ce qu'elle me dit donc? Tu es obligé de te droguer. Tu te drogues pourquoi? Parce que par jour, tu reçois au moins 10 hommes. Mais si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas le faire. Et elle me dit que le jour que tu as la chance, quand tu vas à Kuala, tu rentres avec un homme. Quand tu arrives là, à peine tu t'es habillé, tu es à la porte, tu trouves un autre. Tu rentres. C'est-à-dire que chez eux, ils disent que ça sort. Donc, dès qu'elle s'habille, elle arrive devant l'auberge, là, une autre personne l'interpelle, elle rentre, même si c'est 100 hommes, elle est prête. Elle est prête, pourquoi? Parce qu'elle s'est droguée. Une femme normale comme toi et moi ne peuvent pas faire des choses comme ça. Donc, pour survivre dans la rue, on est obligé de voler, on est obligé de braquer, on est obligé de faire des choses sales, on est obligé de se prostituer pour survivre dans la rue. Alors, et vous avez dit, ils sont recrutés parmi les délinquants, parmi les bandits, parmi les voyous, parmi les braqueurs. Alors, au niveau de la loi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on attrape un enfant de la rue en plein flagrant de délit de vol? Est-ce qu'il est jugé de la même façon que, je ne sais pas, quelqu'un qui est issu d'une famille normale, si je peux dire comme ça, là, entre guillemets. En fait, qu'en est-il au niveau de la pénalisation de ces actes de délinquance causés par les enfants de la rue? Oui, merci madame. Je voulais déjà d'entrée dire que un enfant de la rue est un enfant. Ça veut dire bénéficie des mêmes circonstances qu'un enfant normal quand il s'agit de la loi. La loi n'a pas spécifié que quand il s'agit d'un enfant de la rue de tel âge et quand il s'agit d'un enfant normal de tel âge. On a dit quand l'enfant est âgé de tel âge à tel âge, bénéficie des circonstances telles que l'enfant de tel âge, comme je vais aller droit au but. Déjà, quel que soit un enfant, comme tout à l'heure, dans les cas de flagrant délit, Madame Kweke me disait, un enfant comme ceux que j'ai toujours reçus, on a percé le magasin avec un petit trou. Et c'est l'enfant qu'on utilise pour introduire dans le magasin, qui porte les choses qui viennent passer dans le trou pour vider le magasin. Maintenant, le propriétaire, quand il arrive, généralement, soit c'est l'enfant qu'on trouve seul, soit on le trouve avec des complices. Il est donc en flagrant délit, en coaction de flagrant délit. Et quand il est en coaction de flagrant délit, ça fait que devant, déjà au niveau du commissariat, il y a des prérequis. Un enfant de moins de 10 ans
ne doit même pas entrer en cellule. On ne peut même pas l'écouter pour faire un procès verbal. On ne doit pas. Maintenant, un enfant de 10 à 12 ans, on va l'écouter, on peut même l'amener chez le procureur, mais il ne peut pas faire l'objet de condamnation. L'enfant de 12 à 14 ans, dans certaines mesures, peut être jugé, et quand il est jugé à huis clos. À huis clos, ça veut dire il ne peut être jugé que devant son avocat, ou devant un parent, ou devant un assesseur, et devant les assesseurs, c'est-à-dire on ne le met pas devant tout le tribunal où on le regarde. Non. Et en ce moment, doit bénéficier ou peut bénéficier des circonstances atténuantes par rapport à son âge. C'est un mineur qui commence déjà à partir de 14 ans en montant, bien que pouvant bénéficier des circonstances atténuantes, peut, selon les cas, être jugé, mais pas condamné avant 18 ans. Doit être placé dans un centre de rééducation. Vous voyez donc que ce soit un enfant, que ce soit mon enfant qui cause un délit, que ce soit un enfant de la rue d'un même âge qui cause un délit, la loi les classe sur la même longueur d'onde. La loi les classe sur la même longueur d'onde. Donc, en matière de protection spéciale de l'enfant, la loi, le législateur a clarifié de tel âge à tel âge, voici ce qu'on doit faire. De tel âge à tel âge, voilà ce qu'on doit faire. Jusqu'à ce que, à 18 ans, un jour, vous soyez déclaré majeur et vous puissiez donc subir vos peines d'une manière légale. Mais il y a des prisons pour mineurs. Des prisons pour mineurs, je ne sais pas s'il faut appeler prison pour mineurs. En prison, il y a ce qu'on dit on appelle quoi? Le local. Il y a des locaux pour mineurs. C'est-à-dire un côté spécifique pour les mineurs. Je prends la prison centrale de Bafoussam. Quand vous entrez à la prison centrale de Bafoussam, vous n'allez pas trouver les mineurs qui sont dans les mêmes, mêmes locaux. Il y a un côté spécifique pour mineurs. Parce que on sait ce qui, tout à l'heure on parlait comme d'exploitation sexuelle, et on sait qu'un enfant ne peut pas résister devant un adulte quand ils sont dans un même local. C'est la même raison pour laquelle même les femmes, on les écarte des hommes, quand elles sont majeures, on les écarte de ceux qui sont mineurs. Mais maintenant, à l'époque, quand je dis à l'époque, dans le jargon de l'homme de la rue, quand j'étais tout petit, on disait la prison des enfants c'était à l'ICE de Bétamba. Et aujourd'hui, c'était un centre de c'était un centre de rééducation en fait, et non une prison. Mais comme on devait enlever l'enfant de son milieu familial pour le garder quelque part pendant 1 an, 2 ans, en famille, on pensait que on a mis l'enfant en prison. Or, on a mis l'enfant dans un centre d'éducation pour que l'enfant bénéficie de la restructuration de la personnalité. Pour que l'enfant puisse changer avant de rentrer en famille. Bon, c'est avant qu'on appelait prison pour mineurs, mais c'était peut-être des abus de langage. C'était des abus de langage. Jusqu'au de nos jours, actuellement, quand il s'agit des enfants qu'on met en institution, même des enfants, quand on dit des enfants têtus à la maison, des enfants en déviant à la maison, à un moment, vous pouvez décider de placer cet enfant dans une institution pour la restitution de la personnalité, même quand il n'a pas commis des délits. Et ça se passe de manière administrative et pour que l'enfant finisse par se reconstituer et revenir ce que le parent a peut-être souhaité pour lui. Alors, d'accord, maintenant on comprend mieux. Madame Kwekem, c'est-à-dire que ces enfants-là, lorsqu'ils sont attrapés en flagrant délit de vol ou alors, je ne sais pas, de quel autre acte de délinquance, ils sont placés en centre de rééducation et non
et ils ne sont pas relaxés dans la rue, si je comprends bien. Non. Ou il y a des cas qui sont relaxés dans la rue. Parce que très souvent, on voit, vous allez me dire que oui, ils sont placés dans des centres de rééducation ici et ça. Mais sauf que on a vu des cas où on attrape des enfants en flagrant délit, mais qui sont relaxés le lendemain. Et justement, ils sont relaxés le lendemain parce que placer un enfant dans un centre de rééducation, c'est tout un processus. Et puis, dans les cellules aussi, on ne peut pas faire plus de 48 heures. Je pense que c'est la raison pour laquelle, très souvent, on les relâche dans la rue. Et parfois même, on les transfère directement en prison. Et Parce ça que- dépend de l'âge aussi. Oui, ça dépend de l'âge. Comme lui, il a parlé de 14 à 18 ans. Il est vrai, tu dois même arriver en prison au quartier mineur de Bafoussam. Tu vas trouver les enfants de 16 et 17 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà prisonniers. Ils sont en détention préventive. Pourquoi? Parce que lorsque ils sont arrêtés, ils sont pris dans la rue et qu'on les transfère en prison, alors on cote un dossier au service d'action sociale du tribunal pour qu'il fasse une commission rogatoire. Et c'est au feu de cette commission rogatoire qu'on libère l'enfant. Ce n'est pas pour dire que lorsque tu trouves automatiquement un enfant mineur au quartier mineur, ça veut dire qu'il est prisonnier. Non, il est en détention préventive. D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que ici dans Mais- la ville de Bafoussam, Et- dans la région de l'Ouest, il existe assez de centres pour encadrer ces jeunes? Et là aussi, je vais appuyer sur ce que Madame Coquin vient de dire. Les enfants qui sont à Congo, Oui. pour la plupart, sont là-bas en attente de compléments d'information. C'est l'information judiciaire qu'ils envoient là-bas. C'est-à-dire que les enfants, par rapport à la gravité de leur faute, par rapport à leur délit, le procureur, au lieu de les laisser au commissariat, préfère les garder en prison le temps qu'il ait autant d'informations possibles pour liquider son dossier. Donc c'est ça, c'est ce qui fait que vous allez tout le temps les trouver là-bas. Et certains, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Et ça dépend des cas. Il y a certains qui peuvent facilement passer 3 ans là-bas. Tant que l'information judiciaire n'est pas close, on ne peut pas laisser parce qu'on dit si ils ont peut-être commis un meurtre. Et quand dans le meurtre, ils étaient en coaction avec 2. Parmi les 2, il y a un qui est en cavale. Il faut qu'on trouve l'autre. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, il va attendre. Parce que l'information n'est pas finie. Il faut qu'on trouve l'autre et qu'on comprenne donc quel a été vraiment le mobile qui leur a entraîné de commettre le meurtre. Par exemple, il y a ceux qui sont là pour des problèmes de vol aggravé. Et là maintenant, il faut, s'ils étaient peut-être 10, et que sur les 10, vol aggravé en coaction, ils étaient 10, sur les 10, on a déjà pris 6. Il reste 4. Tant que les 4 ne sont pas là, le procureur peut se dire, tant que les 4 ne sont pas là, il faut aller attendre. Et ils vont attendre. Et ils sont certes en prison, mais ils ne sont pas condamnés. Bon, maintenant, s'il arrive qu'il est pris peut-être à l'âge de 16 ans et qu'il se retrouve encore, comme vous l'avez dit, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que s'il arrive que dans ce centre de rééducation, là, s'il atteint l'âge majeur, qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème, c'est que quand l'enfant déjà est placé dans un centre de rééducation, le président ou le procureur, le magistrat donne un délai. Et maintenant, quand le délai est atteint, c'est le spécialiste du lieu qui peut référer le dossier au magistrat pour lui dire le mineur X que vous avez placé dans notre institution a atteint tel âge et son comportement a changé. Maintenant, nous pensons que ce mineur peut rentrer soit en famille, soit peut continuer dans notre institution, soit alors on peut le libérer dans la vie active. Voilà les 3 alternatives. Parce que quand on dit le remettre en famille, on considère que c'est un mineur, c'est un enfant qui est encore mineur et qui ne peut pas voler de ses propres ailes.
Mais maintenant, l'enfant qu'on place, qui sort, qu'on place au centre d'accueil, par exemple, à 17-18 ans, et qui doit passer 2 ans, certainement, après 18 ans, après les 2 ans, à 17 ans, après les 2 ans, il aura 20 ans. Oui, Il aura est déjà 19 ans. majeur. Il est là majeur. Maintenant, on ne peut pas continuer à le garder en institution avec les mineurs, de peur d'avoir une, comment dirais-je, c'est-à-dire une certaine contamination. Maintenant, on propose donc maintenant que l'enfant rentre en famille et on le suit étant en famille. Et là maintenant, on essaie de proposer au juge. Si le juge accepte, en ce moment, on met l'enfant en famille et on le suit en post-cure. Si le juge n'accepte pas, on continue à garder l'enfant de manière exceptionnelle. Ça, c'est le cas d'exception. Alors, j'espère qu'on va toucher tous les points qui m'intéressent dans ce sujet aujourd'hui. Alors, Madame Kwekem, est-ce qu'il existe, répondez finalement à ma question, est-ce qu'il existe assez de centres d'accueil pour ces enfants, ici dans notre ville et dans notre région en général? À l'ouest, il n'insiste pas assez. Et je tiens à vous dire, je pense que c'est M. Noah qui devait me répondre à ça, il va compléter. Oui. Le CAO de Bafoussam n'est pas un centre de rééducation, c'est un centre de transit. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Ça veut dire que c'est un centre d'accueil et d'observation pour enfants mineurs. Donc lorsque on place un enfant au CAO, c'est juste pour observer. Et cela a un certain temps. Je pense que c'est 2 ans. 1 an. Parce qu'au Cameroun, il y a les centres de transit. Il y a des centres d'accueil, il y a des centres de rééducation. À Bafoussam, c'est le centre d'accueil. Il y en a un seul à l'ouest. Il y en a un seul à l'ouest. Donc l'État n'a pas assez de centres à l'ouest. Et même dans tout le Cameroun, je pense qu'il y a l'ICE de Betamba, il y a l'ICE de Maroua, il y a l'ICE de Douala. Oui. Le CAO de Douala. Et oui, le Bossa Institut de Boya. De Boya. Ah, et par rapport au centre qui accueille les filles, il y a un seul centre qui est en externat, le home en externat, qui est en externat, le home atelier à Douala. Il y en a un seul dans tout le Cameroun. Il y a un seul centre qui encadre les filles. Et en externe, le home atelier de Douala. Donc il n'y en a pas, assez. Mais il y a quand même la société civile, un peu comme le CEPROGEF, qui fait l'effort de faire quelque chose parce que ici à l'ouest, à ma connaissance, il n'y a que le CEPROGEF qui est une œuvre sociale privée qui encadre ces filles-là, et beaucoup plus en externe. Il est vrai, nous avons aussi des filles en interne, mais nous faisons toujours tout et tout pour que dans les 6 mois qui suivent, que nous plaçons ces jeunes filles en famille. Pourquoi? Parce que notre local est tellement réduit et on a beaucoup de difficultés à les encadrer. Parce que lorsque vous avez des filles de la rue chez vous, il faut les nourrir, il faut les habiller. Et elles sont dans la rue parce que l'argent. Il faut être capable de leur donner l'argent de poche. Il faut les envoyer à l'école. Parce que quand tu prends une jeune fille dans la rue, ce n'est pas pour qu'elle reste à la maison, non. Il faut l'envoyer à l'école. Si tu ne peux pas l'envoyer à l'école, il faut lui apprendre à faire un petit métier, une activité génératrice de revenus qui doit lui permettre de s'auto-prendre en charge, de s'autonomiser. Donc, ce qui fait que le seul centre du CEPROGEF qu'il y a à Bafoussam, ce n'est pas aussi facile. Alors, Monsieur Noah, finalement, est-ce qu'il existe assez de centres pour accueillir ces enfants ici, là? Parce que, à entendre ce que Madame Kwekem a dit tout à l'heure, dans le Cameroun même, il n'y en a pas assez. Donc, je me pose la question à savoir, est-ce qu'ici, dans la région de Boissy, il existe même? Parce que je ne pense pas que le centre d'accueil et d'observation soit un centre spécialisé pour les enfants de la rue. Je vais déjà dire que les centres publics d'encadrement des enfants en danger moral ne sont pas toujours spécifiés pour qu'on dise uniquement ces enfants de la rue. Les enfants de la rue étant considérés comme des enfants en danger moral. Et je vais dire que je ne sais pas s'il faut dire que l'État a mal réfléchi, mais comme selon le désir ou la volonté publique, l'enfant, le meilleur milieu de vie de l'enfant, c'est la famille. C'est peut-être la raison pour laquelle
il n'y a pas eu une grande prolifération d'institutions d'encadrement des enfants en danger moral. Ça, je pense que ça peut être une raison. Mais au jour d'aujourd'hui, où nous voyons le développement technologique, nous voyons le développement social, où les parents démissionnent de l'encadrement familial, les enfants, il y a beaucoup de responsabilités parentales. On peut parfois se dire que c'est le moment pour l'État de mettre en place les structures de rééducation, les structures d'encadrement des enfants pour essayer de résorber le problème d'enfants de la rue. Pour essayer. Tout à l'heure, ici à Bafoussam, Madame Kokem l'a dit, Bafoussam a un centre d'accueil et d'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui arrive, les spécialistes, les éducateurs ont un an pour observer l'enfant et poser un diagnostic. Cet enfant, au bout d'un an, pendant un an que cet enfant a passé, qu'est-ce que cet enfant peut devenir? Est-ce que cet enfant peut rentrer en famille? Sinon, est-ce que cet enfant peut être transféré dans un centre de rééducation? Ou alors cet enfant, on peut essayer de le mettre dans la société, une réinsertion sociale ou socio-économique, soit en apprentissage, soit quand on dit apprentissage, soit même le ramener dans le système scolaire normal, soit dans un centre d'apprentissage. Dans l'apprentissage, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage, ça peut être les activités comme la menuiserie, la maçonnerie et autres, les petits métiers. Donc, le centre, c'est un peu ça le centre d'accueil. Or, les centres de rééducation suivent un enfant pendant un minimum de 2 ans. Et là, on est sûr qu'au sortir de là, l'enfant aura suivi un chemin où 2 ans plus tard, on va le retrouver. Et ce qui est aussi vrai, c'est que, vous avez dit tout à l'heure, on peut mettre un enfant dans une institution aujourd'hui. Demain, vous le retrouvez dans la rue. Parce que les institutions ne sont pas les prisons. C'est différent des prisons parce que l'enfant, on ne l'enferme pas. Il n'y a pas de la police ou les gardiens qui vont le surveiller sur tous ces mouvements. Mais on est en train de lui apprendre des méthodes de vie. On lui réapprend le savoir-vivre, le savoir-être. On ne va pas lui dire ne sors pas là. Mais on va seulement lui dire si tu sors, voilà ce que tu vas trouver. Mais on ne va jamais lui dire ne sors pas. On va simplement lui dire si tu sors sans permission, on va te punir. Mais lui va dire bon, si je sors même sans permission, comme j'ai peur de la punition, je ne reviens plus. Je ne reviens pas. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Maintenant, le CPOGEF, sur sa particularité, s'occupe de la jeune fille en difficulté, la jeune fille en danger moral. Ce qui est louable pour la région de l'Ouest quand on sait tout ce que nous rencontrons. Mais le problème, c'est que les personnes comme elle ne sont pas beaucoup nombreuses. Tout simplement parce que on sait quand on s'active dans la gestion des enfants en danger moral, on dépense beaucoup d'argent, on ne gagne rien. Mais quand on s'active à créer un orphelinat, on sait que nous aurons des dons, nous aurons de temps en temps les enfants qu'on va venir laisser et les gens entrent même dans les pratiques de trafic d'enfants et on sait que ça donne de l'argent. Mais s'il faut encadrer les enfants en danger moral, ça ne coûte pas beaucoup.
Mm. Bon, c'est vrai que nous n'avons fait que ouvrir une brèche du sujet parce que je pense que pour les prochaines éditions, on reviendra sur la réinsertion des enfants de la rue. C'est très très important qu'on aborde ce point, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps aujourd'hui, Madame Kwekem, vraiment. Donc, en quelques minutes, vous allez nous dire, hein, bon, du moins peut-être quelques points qu'on n'a pas abordés tout au long de cette édition, juste en bref. Il y a tellement de points parce qu'il faut seulement refaire une autre émission puisque Justement, on n'a pas abordé les solutions, Exactement. on n'a pas abordé la réinsertion des enfants de la rue, on n'a pas abordé, comment est-ce que ces institutions font pour que ces enfants ne rentrent plus dans la rue. C'est important, il vient de dire, quand tu dis si tu pars, on va te punir. Et comme il sait qu'on va le punir, il ne rentre plus. Quel est donc notre secret? Qu'est-ce qu'on fait en sorte que lorsqu'ils partent, ils reviennent? Toi, c'était tout un... Je ne sais pas. Je vous promets que dans la prochaine édition, on va aborder ce sujet-là, la réinsertion des enfants de la rue et puis quelles sont les solutions envisagées pour endiguer le phénomène. Donc, tout ce que je peux dire aux parents, c'est qu'il faut communiquer. Et la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est là-bas, c'est le meilleur milieu de socialisation d'un enfant. Donc, vivez en harmonie dans votre ménage. Soyez regardants par rapport à vos enfants. Et quand l'enfant rentre de l'école, il faut regarder son cahier 2 à 3 fois par semaine. Le jour que tu ne vois pas la date prévue, tu lui demandes où étais-tu hier. Là, tu sauras s'il a fait l'école buissonnaire ou pas. Parce que l'école buissonnaire, c'est le petit frère de l'enfant de la rue. Alors, merci beaucoup, Madame Kwekem. Vous êtes responsable, promotrice du centre CEPROJEF. Centre d'éducation et de promotion des jeunes filles déshéritées, parmi lesquelles les filles de la rue. Oui. Alors, Monsieur Noah, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes assistant principal des affaires sociales. Oh là là, quel sujet riche. J'espère vous revoir pour la prochaine édition pour qu'on puisse véritablement aborder ce problème de réinsertion. Je ne manquerai pas de répondre à votre sollicitation chaque fois que je serai saisi. Merci. Un sujet très important parce que je pense également que ces enfants de la rue nous écoutent en ce moment. Ils nous regardent, ils n'attendent plus que les solutions et puis la réinsertion. Comment faire pour endiguer le phénomène d'enfants de la rue dans notre société? Ce sera notre prochain thème, mesdames et messieurs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou alors une excellente journée. D'ici à là, portez-vous bien. Jusqu'à la prochaine édition. Au revoir tout le monde. Bye bye.